Son nom est synonyme de Formule 1 depuis plus de 30 ans. Voici Christian Tortora. Vous êtes analyste de Formule 1 à RDS et pour les amateurs de course automobile, vous êtes Torto. Oui. On vous reçoit ce soir pour la sortie du DVD Bernie Ecclestone, La Formule du pouvoir, réalisé par Mathieu Roy, le premier documentaire consacré au grand Manitou de la F1, Bernie Ecclestone, dans lequel vous témoignez. On va en regarder un extrait, Manon. Accueilli en véritable homme d'État partout où il va, Bernie bondit d'une ville à l'autre pour y déployer son cirque et ouvrir ses coffres. Accompagné de sa fidèle garde personnelle et convoité par le jet-set mondial, Bernie tient encore d'une main de fer tous les aspects de son business, la Formule 1. Bernie Ecclestone est le génie derrière la F1 et vous le décrivez comme un homme maniaque et compulsif. Comment ça se manifeste, ces troubles obsessifs? Très simple. Malgré les milliards, malgré tout, il va en salle de presse pour vérifier si les journalistes ont bien du bon papier pour aller aux toilettes. C'est un control freak. Ah, c'est incroyable. C'est important de faire chier les journalistes. Très bon, très bon. Bernie est riche, puissant, redouté, controversé. Vous l'avez côtoyé régulièrement au cours des dernières décennies. Quel est votre rapport avec lui? C'est un type qui aime le pouvoir. Il n'aime pas l'argent, parce que l'argent, il en a, il ne sait plus quoi en faire. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, on dit aujourd'hui que la Formule 1 coûte une fortune. On parle de 80 millions ou 100 millions ou 200 millions. Tout simplement, cette escalade, c'est pas lui qui l'a voulu, ça. C'est simplement parce qu'il jouait. Alors, il y a un émir qui arrive, il dit, bon, ben, ça coûte combien? Puis lui, il dit, alors, un chiffre complètement bidon, 200 millions. Et le gars, il dit, on signe où? Voilà. Tout a commencé comme ça et ça continue et ça continue. Mais son modèle d'affaires, toujours demander plus, est-ce que ça va pouvoir fonctionner encore longtemps? Ben, j'ai bien l'impression que cette année, la situation économique où l'on est, c'est sûr que ça change pas mal la donne. Hein. D'abord, les télévisions, qui sont les premières à vouloir renégocier un peu à la baisse. Ouais. Non pas qu'on perd des spectateurs, on en a toujours autant, mais simplement, ça devient inabordable. Là, on commence à dire, attends, on n'a plus les commanditaires possibles pour pouvoir assumer ces montants qu'ils demandent. Alors, c'est sûr qu'il est obligé de baisser un peu. Vous couvrez la F1 depuis près de 40 ans, mais vous avez décidé de lever le pied ces dernières années puisque vous n'assistez plus à tous les Grands Prix. C'est à partir d'un studio aménagé dans votre domaine en Provence, quand même, que vous faites l'analyse de la majorité des Grands Prix de F1 à RDS. Vous êtes installé comment? Ben, j'ai un système audio assez fantastique. On a un petit problème dans le direct qui est le décalage. Depuis qu'on est passé en HD, on a un décalage plus large avec les télévisions européennes. Alors, il y a une année où j'étais en avance de vous autres, donc oui. Ils me prenaient pour un petit génie, puisque je vous disais « Ah, ça va arriver !» Et ouais. Là, c'est moi qui suis en remorque, là. Mais la frénésie des paddocks, ça vous manque pas? Bon, j'en fais encore. J'y étais encore il y a 3 semaines, j'étais aux essais privés à Barcelone. Honnêtement, non, pour une raison simple, c'est que c'est comme tout le reste, ça évolue. Moi, par rapport à 30-40 ans, j'ai des tas de copains qui sont plus là aujourd'hui. Que ce soit des ingénieurs, des mécanos, tous ces gens-là, on arrive, ils sont plus là, on les cherche. Il n'y a plus la même ambiance. Avant, un pilote, il descendait de la voiture, on lui sautait dessus, paf, le micro, hop, le mec, il disait. Peut-être trop de conneries, mais il les disait. Là, aujourd'hui, c'est fini, ça. La saison de F1 a débuté le 18 mars dernier. C'est Sébastien Vettel chez Red Bull qui a littéralement dominé le championnat ces 2 dernières années. Et il va tenter en 2012 de devenir le 3e pilote à remporter le championnat 3 fois. Est-ce qu'il va réussir? Non. Pourquoi? Ah, je suis dur, là. Ouais. Non, parce que... Vous avez eu les images en avance? Parce là, que... Non. Non, tout simplement parce qu'il n'a pas la voiture. Pour l'instant, il n'a toujours pas la voiture. Mais ils sont laides, les nouvelles voitures, là. Les F1 ont été modifiées cette année. Oui. Certains les appellent l'ornithorynque au nez cassé. Et le directeur de Ferrari F1 a même dit que la monoplace était carrément moche. On dirait une tondeuse à gaz. Hein? C'est vrai. Mais il faut quand même donner une explication. Parce que c'est toujours pareil, beaucoup de gens... Moi, le premier, la première fois que je les ai vus, j'ai dit, c'est lamentable.
simplement de baisser le niveau du capot, c'est tout ce qui a été changé. Hein. Ouais. Le capot est bas jusqu'aux suspensions en haut. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est aperçu qu'en cas d'un impact latéral dans la voiture adverse, par exemple, il se retrouvait presque au niveau des épaules. Ce qui veut dire qu'il pouvait complètement enfoncer la F1 au milieu, alors qu'en le baissant au niveau des suspensions, ça arrive ici. Et ici, c'est doublé dedans. Là, ça risque rien. Donc, il faut protéger le pilote. Voilà. Mais McLaren a le même système, mais pourtant, elle est aussi belle qu'avant. La F1 sera de retour aux États-Unis le 18 novembre prochain. Le Grand Prix de New York en 2013, est-ce que ce sera le concurrent direct du Grand Prix du Canada? Non. Non. Non? Ça, je ne crois pas. Il y a une chose qu'on oublie toujours de dire. Depuis à peu près 10 ans, on est le deuxième en termes d'affluence dans le championnat du monde. On fait 320 000 personnes en 3 jours. Alors quand on veut parler du Grand Prix de France, au Paul Ricard, il y a 30 000 personnes, arrête. Mais pourquoi Bernie a empêché la diffusion d'un Grand Prix à Montréal? Pourquoi il a sauté une année? Puis pourquoi il est aussi réticent à renégocier avec nous? Parce que là, encore une fois, là où il est fort, c'est pour ça que dans ce document, on explique un peu comment il est arrivé là. Avant, c'était les promoteurs. Hein? Alors le type, s'il faisait faillite, s'il n'y avait pas assez de monde, ben, il ne payait pas. C'est fini, il pouvait le poursuivre. Alors que là, qu'est-ce qu'il a fait? En naviguant comme il l'a fait ces dernières années, il a mis les politiciens dans le coup, les gouvernements, et ce sont tous les gouvernements aujourd'hui qui sont responsables de la F1. Et il est sûr d'être payé. Les gouvernements aiment la F1 et la F-35 aussi. Ils sont prêts à dépenser beaucoup. Ça commence par F. Est-ce que vous allez couper dans le Grand Prix? Savez-vous ce que feront vos collègues? Oh, je ne sais pas. On a certainement un besoin économique pour ce type d'événements. Les événements sportifs, comme on a vu avec les Jeux olympiques, ça, c'est énormément important pour les économies régionales. Oui. Plus que la culture? Ça dépend. De temps en temps, oui. Les Jeux olympiques, le plus grand succès, à mon avis, c'était les Olympiades culturelles qui étaient associées avec ça. Ça ne coûtait pas beaucoup. C'était quelque chose comme 5 millions de dollars d'investissement du gouvernement fédéral dans un domaine de 1 milliard de dollars pour les Olympiques. Et c'était un grand succès. Les artistes étaient partout au Vancouver, anglophones, francophones, et ça a rendu beaucoup d'énergie pour les événements. Monsieur Tortora, Paul Arcand est avec nous ce soir parce qu'il nous a présenté son documentaire sur les comportements dangereux des jeunes au volant. Est-ce que vous croyez que la F1 peut être indirectement responsable des conducteurs fous? Ben non. Ben non. Ben c'est pas parce qu'il y a la F1, c'est pas n'importe qui peut conduire une F1. Déjà, le mec, dès qu'il envoie en première, il est fini. Quoi. Il est comme ça. Prendre un virage à 300 à l'heure... Oui, mais ça peut faire rêver les gens, ça peut leur donner le goût d'aller vite, même si on parle voiture. Oui, mais là, je vais être cynique. Si on parle d'exemple, alors regardez que des films avec des mitraillettes et tuer tout le monde, on voit les résultats. Hein? Bon, alors non, je ne crois pas. Vous, est-ce que vous allez vite avec votre voiture? Un peu moins maintenant. Non, maintenant, j'ai levé le pied. Mais on n'a plus le choix, de toute façon. Je peux vous laisser les cool taxis? Ah, les cool taxis. Je vous en laisse. Elle veut toujours passer ses cool taxis. Ils vont vous reconduire en F1, ça prend 14 secondes. Ouais. Monsieur Tortora, le 8 mai 1982, Gilles Villeneuve perdait la vie pendant les épreuves de qualification du Grand Prix de Belgique. Le décès de Villeneuve reste votre souvenir le plus pénible en carrière. Ouais. Comment vous avez réagi à sa mort? C'est incroyable parce que ce que j'ai fait là, je pense qu'à froid, je serais incapable de le faire. Pendant 3 nuits, j'ai pas dormi. Parce que, à cause du décalage horaire, quand il faisait nuit là-bas, il faisait jour ici. Et là, il fallait parler au Premier ministre, M. Trudeau. Cette journée-là, il était dans un sous-marin. C'était pas très drôle pour le rejoindre. Donc, bref, ça a été très compliqué. Qu'est-ce qu'il faisait là, dans un sous-marin? Aïe. Il prenait pas l'eau, celui-là. Et vu que j'étais ami avec Gilles, on s'est retrouvés avec tous mes confrères. Mais alors ça, c'était une image qui me reste gravée. C'était l'époque où on avait tous des Nagras. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, les grosses enregistreuses à bobine. Et tout. Il y en avait une trentaine dans l'hôpital, par terre, à l'entrée. Ils se sont tous plugués pour faire les mêmes reportages, pour envoyer un truc. Et j'étais le porte-parole de Johan pour leur donner tout ce qui se passait. Mais c'est pas ça, c'est le moins dur. Après, ce qui a été très dur, ça a été d'abord tout le protocole, parce qu'il y en avait beaucoup, parce qu'on fait partie de l'OTAN. Mais là, il fallait que l'avion canadien soit détourné. Il venait d'Allemagne, il y avait un avion militaire canadien, il fallait l'amener à Bruxelles.
Et d'ailleurs, j'en garde une image fabuleuse à ce niveau-là. Lorsqu'ils sont arrivés, on a débarqué tous les gens. Et ces gens, quand on a vu le corps de Gilles arriver avec le drapeau canadien et 6 militaires de chaque côté, les gens se sont mis à pleurer. Là, j'ai encore les frissons. C'était vraiment poignant. C'était quelque chose de très, très dur. Votre souvenir le plus mémorable en F1 est le championnat du monde remporté par le fils de Gilles, Jacques Villeneuve, en 97. Est-ce que vous êtes déçu de la façon dont s'est terminée la carrière de pilote de Jacques? Complètement. Complètement. Mais sa carrière de chanteur, ça roule. Il s'est repris, non, mais je sais. C'est pas mieux. Et Jacques est dans le film. Il est dans le film Dérapage. Oui, parce qu'on lui a demandé de tester une voiture modifiée sur une route et de prendre 2 niveaux de vitesse, 100 km/h et à 150. Et on s'est dit, si un pilote de Formule 1 de son talent n'arrive pas sur une route avec ce genre de voiture à garder le contrôle, il me semble que c'est un moyen de dissuader quelqu'un de faire la même chose. Et Jacques est un garçon extraordinaire. Il a été un collaborateur merveilleux pour le film. Peut-être mal conseillé, c'est tout. Là, tu veux pas qu'on ressorte les vieilles histoires? Ben non, mais ça, je l'ai toujours en travers. Hein. Par qui? Par son ex-gérant? Son ex-gérant, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon, quand je vois la fin comme ça, je trouve pas ça brillant. Hein. Donc, M. Pollock, vous l'aimez pas? Non, mais non, parce que c'est un garçon qui aurait pu aller chez McLaren, qui aurait pu aller chez Williams, qui aurait pu avoir une carrière magnifique. Mais il était talentueux, bien sûr. C'est après, il a été pourri, quoi. Bon, enfin, c'est mon opinion. Christian Tortora, vous en avez vu des grands prix entrevus, vroom vroom. Votre circuit préféré? Spa. Le circuit que vous aimez le moins? Monaco. Votre ville de Grand Prix préférée? Montréal. La ville de Grand Prix que vous aimez le moins? Spa. Un Grand Prix qui n'aurait jamais dû disparaître? L'Argentine, c'était bien. Un Grand Prix qui n'aurait jamais dû exister? Abu Dhabi. Ça, le pilote le plus rapide, toutes voitures confondues? Pour moi, le plus grand, c'est Alain Prost. Avec celui qui est mort, Ayrton Senna. Un pilote qui aurait mérité de meilleures voitures? Ben, Villeneuve. Ah, ben ouais. Le pilote le moins sympathique? Schumacher. Le pilote le plus salaud en piste? Schumacher. Le pilote qui est le plus admiré ou le plus craint par les autres pilotes? Alonso. La plus grande rivalité dont vous avez été témoin? Prost, Senna. Votre plus grosse gaffe? Oh, j'en ai fait. Tel que? Je vais me vider le cœur. Ouais. On était en Belgique. L'attentat du pape. Je travaillais à CKAC à l'époque. L'attentat du pape à Rome. J'arrive à l'aéroport, on me dit hop, tu fous le camp, tu quittes Bruxelles, tu t'en vas à Rome. J'arrive à Rome. Là, mes copains italiens de la F1 sont déjà là, eux. Et comme ce sont toujours des grands journaux et tout, on m'a dit, mais tu vas pas rester là 3 jours. C'est le Vatican qui envoie juste un petit bout comme ça et tout. Bon, tu retournes et tu nous appelles 2 fois, 3 fois par jour. Donc, je faisais les 2. Et là, de la tribune de presse, eh bien, nous sommes au 12e jour de l'attentat du pape. Et là, t'entends... Il y avait du trafic sur la place Saint-Pierre. La plus belle course à laquelle vous avez assisté? Ah, la plus belle, c'était Jarama en Espagne, Gilles Villeneuve. Le personnage de la F1 que vous avez aimé le moins? Schumacher. Ouais, Schumacher. Ah, Non, mais c'est vrai, je le dis. Il m'est antipathique. Vous avez le droit de le dire, il n'écoute pas l'émission. Oh, je m'en fous. Non, mais vous savez pourquoi? Quand vous voyez sur un Grand Prix comme en Allemagne, qu'on vous donne à l'entrée des catalogues comme ça, je dis bien comme ça. Hein? Alors ça, en général, c'est les catalogues, nous on appelait ça la redoute. Les trucs où dedans, il y a de la vaisselle, il y a de tout. Et on appelait ça distribution aux consommateurs. Ouais, bon. Eh bien, lui, il a le même, uniquement Schumacher. On prend le verre de champagne marqué Schumacher, on boit du champagne Schumacher, on met la doudoune Schumacher. S'il perd, alors là, les mouchoirs Schumacher. Non, il y a le sens du marketing, non? C'est un vrai gag.
Mais c'est correct, ça. C'est un vrai gag, c'est inimaginable. Ah, il peut être riche, hein? Monsieur Tortora, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. On revient tout de suite après la pause.